Au mois d'avril, le taux d'inflation en France a été mesuré officiellement à 5,9% sur un an. Ce que ça veut dire, c'est que si nous vivons en France et que nous n'avons pas reçu une augmentation de salaire de 5,9% cette année, alors nous avons probablement perdu du pouvoir d'achat. Un constat désagréable que nous pouvons tous faire en voyant les prix augmenter de façon assez impressionnante un peu partout, et en particulier dans les supermarchés. Selon l'INSEE, les prix de l'alimentation, par exemple, ont augmenté de 15,8% en un an, et selon une étude de l'IFOP, 79% des Français au SMIC, soit environ 24% des Français, auraient été obligés de réduire leurs achats alimentaires. 42% d'entre eux auraient même supprimé un repas chaque jour en raison de la hausse des prix. Et selon les prévisions de certaines grandes chaînes de supermarchés comme Intermarché ou Leclerc, il faut déjà s'attendre à de nouvelles hausses de prix qui pourraient atteindre 25% sur les produits de grande consommation d'ici à la fin du mois de juin. Le narratif officiel consiste à dire que ces hausses de prix ne sont qu'un phénomène ponctuel avant un éventuel retour à la normale. Mais en réalité, cette perte de pouvoir d'achat que nous subissons vient s'accumuler d'année en année. Et en marge de cette réalité inconfortable, deux questions se posent. D'une part, peut-on vraiment faire confiance aux chiffres officiels de l'inflation? Et d'autre part, nos dirigeants nous disent-ils vraiment la vérité sur la cause réelle de cette inflation? Le gouvernement oserait-il vraiment nous mentir? Dans les quelques prochaines minutes, préparez-vous à remettre intégralement en question le narratif officiel sur l'inflation et en particulier son niveau réel et sa cause principale, et préparez-vous à découvrir pourquoi l'inflation est en réalité un impôt caché qui redistribue mécaniquement la richesse des plus pauvres vers les plus riches. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne Money Files. Sur cette chaîne, je posterai régulièrement des vidéos comme celle-ci sur des sujets spécifiques liés à l'économie, à l'argent, à la finance et au système monétaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like pour m'aider à développer la chaîne. L'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, a annoncé pour le mois d'avril un taux d'inflation de 5,9% sur un an. Que signifie ce chiffre? Il est calculé en analysant régulièrement les prix de plus de 1700 produits et services de consommation en France. Alimentation, santé, ameublement et ainsi de suite. Une inflation à 5,9% signifie que tous ces prix ont augmenté en moyenne de 5,9% par rapport à l'année dernière. Ce qu'on appelle l'inflation aujourd'hui en France, c'est donc un indice des prix à la consommation. Mais il y a un gros problème dans ce calcul de l'inflation. Les chiffres officiels fournis par l'INSEE ne tiennent pas compte de la hausse des prix de certaines catégories de biens que le commun des mortels pourrait vouloir acheter. Prenons l'exemple du logement. Dans le calcul officiel de l'inflation, seule l'augmentation des loyers est comptée et pas l'augmentation des prix d'achat des logements. Et le problème, c'est qu'entre les années 2000 et 2020, les prix des loyers en France n'ont augmenté que de 36% en moyenne, alors que dans le même temps, les prix d'achat des logements ont explosé de 225% et même de 260% pour l'Île-de-France. Concrètement, cela correspond à une hausse des prix moyenne d'environ 5% par an, alors que dans le même temps, les chiffres d'inflation officiels n'étaient officiellement que de 0 à 2% en moyenne sur toute cette période. Mais alors, qu'est-ce que tout ça signifie? Pendant toutes ces années, les chiffres officiels de l'inflation ont fait croire à la population que cette inflation était proche de 0%, alors que dans le même temps, les catégories de biens qui ne sont pas comptées dans le calcul officiel de l'inflation continuaient à devenir de plus en plus chères, jusqu'à devenir aujourd'hui presque hors de prix pour le commun des mortels. Mais malheureusement, le mensonge ne s'arrête pas là. Pour expliquer les hausses de prix, les causes qui sont généralement annoncées par nos dirigeants sont tantôt les problèmes de chaîne d'approvisionnement, tantôt la guerre en Ukraine, ou tantôt la cupidité des entreprises qui tirent avantage d'une situation instable pour augmenter leurs profits. Et il est vrai que tous ces facteurs ont une influence réelle sur les prix des biens et des services, mais rien qui pourrait expliquer les hausses de prix générales sur plusieurs décennies, comme celle sur le prix des logements. Comme nous allons le voir, la principale cause de ces hausses générales des prix est ailleurs. Pour avoir une vision plus précise de ce qu'est réellement l'inflation, il faut revenir à sa définition originale. To inflate en anglais et inflare en latin signifie un gonflement ou une expansion. Et spécifiquement en économie, le terme inflation désigne à l'origine l'expansion de la quantité de monnaie en circulation. Toute expansion de la quantité de monnaie dans un système économique vient d'évaluer la valeur des unités de monnaie existantes, ce qui se matérialise par la hausse des prix des biens et des services
lorsqu'ils sont mesurés dans cette unité de monnaie. La définition classique de l'inflation, c'est précisément la dévaluation de la monnaie par l'émission de nouvelles unités de monnaie. Mais au fil du temps, on a constaté un changement dans la définition officielle de l'inflation, et force est de constater que ce changement de définition arrange bien nos gouvernements. Parce que si l'on définit plutôt l'inflation comme une augmentation générale des prix, comme on le fait aujourd'hui, alors il est beaucoup plus facile de créer une confusion entre deux choses. D'une part, des augmentations de prix temporaires et ponctuelles qui peuvent effectivement être dues par exemple à des pénuries d'approvisionnement ou à des conflits géopolitiques, et d'autre part, des augmentations de prix définitives et générales qui, elles, sont dues mécaniquement à la dévaluation de la monnaie par l'impression monétaire. Et les gouvernements ont tout intérêt à maintenir cette confusion parce que cela leur permet de continuer à financer toujours plus de dépenses publiques sans avoir à lever de nouveaux impôts qui autrement ne seraient pas acceptés. Cette dépense publique sera donc payée par de la nouvelle impression monétaire opérée par la Banque centrale. Puisque la nouvelle définition faussée de l'inflation rend la distinction entre inflation monétaire et inflation des prix plus subtile, cela permet de ne pas trop attirer l'attention de la population sur les hausses de prix irréversibles qui sont causées par cette même impression monétaire et qui sont en fait non pas des hausses de prix temporaires, mais bel et bien une dévaluation irréversible de la monnaie. Entre les années 2000 et 2022, la Banque centrale européenne a multiplié par 8 la taille de son bilan. 7 000 milliards de nouveaux euros ont été injectés dans le système monétaire. Cette injection de nouvelles monnaies, c'est la définition classique de l'inflation monétaire ou de la dévaluation de la valeur de la monnaie. D'après les chiffres officiels de l'inflation, l'euro aurait perdu 40% de son pouvoir d'achat depuis sa création en 2000, ce qui est déjà énorme en soi. Mais comme on l'a vu, les chiffres officiels de l'inflation ne suffisent pas à déterminer la perte réelle de pouvoir d'achat de l'euro. Une meilleure façon de mesurer la dévaluation de l'euro au fil du temps consisterait à mesurer le pouvoir d'achat de l'euro par rapport à un objet dont la valeur réelle est relativement stable, comme par exemple l'or. En mai 2000, on pouvait acheter 3,32 onces d'or avec 1000 euros. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, on peut acheter seulement 0,55 onces d'or avec ces mêmes 1000 euros. Comprenons bien que ce n'est pas l'or qui a pris de la valeur, l'or est simplement resté de l'or. C'est que l'euro a perdu en 20 ans 80% de son pouvoir d'achat réel par rapport à l'or. Or qui, je le rappelle, est une référence en termes de stabilité monétaire depuis des milliers d'années. La vraie courbe de perte de valeur de l'euro ressemblerait donc en réalité non pas à ceci, mais plutôt à ceci. Devant cette dépréciation spectaculaire de l'euro, les plus malins se diront peut-être la chose suivante. Après tout, si nos salaires moyens ont augmenté à la même vitesse que la vitesse à laquelle l'euro a perdu sa valeur, alors nous ne nous sommes pas appauvris, n'est-ce pas? Et dans l'absolu, ils auraient raison. Mais entre 2000 et 2020, les prix de l'or sont montés de 600%, pendant que le SMIC français, lui, ne montait que de 59% et que le salaire moyen français, lui, ne montait que de 50%. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous sommes-nous appauvris? Et à ce moment-là, qui s'est enrichi? À qui notre richesse a-t-elle été redistribuée? Ce qui s'est passé, c'est que les trillions d'euros qui ont été injectés dans le système monétaire n'ont pas été distribués équitablement à cause de l'effet Cantillon. Dans le système monétaire actuel, l'argent est injecté dans le système financier par les banques centrales. C'est donc le système financier qui a accès en premier à cette nouvelle monnaie fraîchement imprimée. L'argent afflue alors vers le marché des obligations et pousse les taux d'intérêt vers le bas. Ceux qui ont la plus grande capacité à s'endetter, c'est-à-dire les plus aisés, peuvent emprunter davantage à des taux plus bas, ce qui leur permet de continuer à acheter toujours plus d'actifs avec de l'argent bon marché. Et donc ceux qui touchent à ces nouvelles unités de monnaie en premier peuvent les dépenser avec un pouvoir d'achat qui n'a pas encore été dévalué, faisant au passage monter au fur et à mesure les prix des actifs comme l'immobilier et les actions. Ensuite, ces nouvelles unités de monnaie se disséminent dans l'économie au fil des interactions et ne sont accessibles à la plupart des gens qu'après qu'il y ait eu un certain nombre d'interactions. Les gens qui sont en bas de l'échelle, qui n'ont ni la capacité à acheter des actifs, ni l'option de s'endetter auprès des banques, ne peuvent accéder à cette nouvelle monnaie qu'après qu'elle ait perdu une partie de son pouvoir d'achat. C'est ça qu'on appelle l'effet Cantillon. On sort donc de cette petite analyse avec 3 conclusions. Premièrement, les chiffres de l'inflation officielle sont grandement sous-évalués parce que la définition du terme a fait l'objet d'une distorsion au fil du temps qui arrange bien nos dirigeants. Les chiffres officiels de l'inflation ne nous permettent pas de mesurer la perte réelle de la valeur de la monnaie. Deuxièmement, en dehors de quelques situations exceptionnelles, c'est bel et bien la dépréciation de la monnaie due à l'impression monétaire
qui est la principale cause de la hausse générale des prix au fil du temps. Et cette dépréciation monétaire permet au gouvernement de ponctionner chaque année une taxe supplémentaire sur le grand public sans qu'il ait besoin d'y consentir. Et troisièmement, à cause de l'effet Cantillon, l'inflation constitue de facto une redistribution de richesses des plus pauvres vers les plus riches, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a aujourd'hui plus de milliardaires que jamais auparavant, alors que pendant ce temps-là, beaucoup de gens qui travaillent pourtant beaucoup ont de plus en plus de mal à acquérir ne serait-ce qu'une résidence principale. Ces trois constats nous laissent avec la sensation amère d'une profonde injustice. Et le principal responsable de cette injustice, ce n'est pas le gouvernement, ce ne sont pas les milliardaires, c'est bel et bien le système monétaire lui-même. Un système monétaire où la création de nouvelles unités de monnaie n'a aucun coût et donc qui n'offre aucune protection contre la dépréciation ultime de cette monnaie. Il y aurait beaucoup plus à dire sur le sujet, mais pour le moment, on va en rester là. Je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. A très bientôt pour de nouvelles aventures.